À la page 92, on résout la deuxième situation de la section 3.7 de Séguin. Donc, un circuit à trois branches, un circuit évidemment plus complexe que tout à l'heure. Je vous invite à arrêter la vidéo, aller prendre connaissance des données et de la disposition du circuit à la page 265 de Séguin. Après une première lecture, on identifie ce qui est connu dans le circuit. Donc, on avait une pile de 36 volts, une première résistance de 12 ohms, une deuxième de 2 ohms, troisième de 4 ohms, quatrième de 8 ohms. On me demande quels sont tous les courants dans les différentes résistances, branches, etc. Et pour l'instant, j'en reste là parce que c'est vraiment les données qui étaient données dans le terme. On verra ce que j'ai mis ici en plus tout à l'heure. Le circuit, je vais le redessiner. Donc, je pars de rien. Je regarde, il y a une seule pile. Dans ce temps-là, c'est clair. Je mets ma pile de ce côté-là. Et là, je refais mon circuit en regardant qu'est-ce qui arrive après la pile. Bien, ce que je rencontre en premier, c'est un choix. Je peux passer soit dans la résistance R1 ou encore dans la résistance R2 qui s'enchaîne avec la résistance R3. Fait que comparé avec le schéma de Séguin, je peux passer dans la résistance R1 ou passer en série dans les résistances R2, R3. Après avoir fait ce choix-là, ben, je vais me retrouver à me rejoindre et à la fin, je vais passer dans une dernière résistance avant d'avoir complété mon tour. J'ai ajouté des identifications là, qui semblent apparaître immédiatement, mais qui s'ajouteraient plus là, liées au développement de ma solution. Et souvent, dans le coin ici, là, je mentionne que j'ai mon courant total. Évidemment, le courant total, parce que c'est dans la même branche, c'est le même courant que le courant I4. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis initialement, parce que dans le fond, j'ai un courant pour cette branche-là, qui est le courant I4, mentionné ici. Donc, je vous rappelle que présentement, j'aurais eu ce dessin-là, dans mon raisonnement jusqu'à maintenant. Puis il n'y aurait peut-être pas nécessairement les trois lettres de dessiner. Je le résous par la méthode de la mise à la terre. C'est sûr que je vais m'ajouter une mise à la terre et je vais habituellement choisir de la dessiner en bas ici comme ça, à l'endroit le plus bas de mon circuit. Et pour ça, je mets déjà une première lettre parce que ça me permet d'identifier que je vais dire que ce nœud-là, que VA est égal à 0 volt à cause de la mise à la terre. Mon inconnu, c'est des courants. Donc, le premier courant que je vais essayer de trouver, c'est le courant dans la première résistance. Je vais utiliser la loi d'Ohm. Quand on est dans des résistances, une loi intéressante à utiliser. Donc, je la retranscris ici à partir du résumé. Et je vais l'appliquer pour la première résistance. Donc, delta V1 va être égal à la résistance R1 fois le courant qui passe dedans, qui est évidemment I1. Je regarde si j'ai ce qu'il faut pour répondre au courant I1, donner une réponse immédiatement, mais je ne connais pas delta V1, je connais R1, puis je ne connais pas I1. Donc, j'ai une équation à deux inconnus. Il va falloir que j'ajoute des choses. Ce que je vais ajouter, ça va être lié au fait que ça me prendrait du delta V1. Donc, je vais faire des différences de potentiel pour essayer de déterminer trouver une valeur pour delta V1 si on veut. Évidemment, je vous rappelle que, mentionné au tout début là, de cette partie-là de Séguin, que quand on applique la loi d'Ohm, c'est toujours un delta V qui est positif. Donc, j'aimerais ça calculer un delta V1 à partir des différences de potentiel. La différence de potentiel, c'est quoi? C'est V final moins V initial. Donc, je vais appliquer ça pour delta V1, mais j'aimerais ça avoir une valeur positive parce que delta V1 qui est calculé ici est positif. Si je veux que le delta V1 qui va être maintenant calculé avec la différence de potentiel soit également positif, bien, il va falloir que je m'assure que le point que j'identifie comme la fin du parcours ait un potentiel plus grand que le point que j'identifie comme le début du parcours. Donc, mon delta V1, qui est la différence de potentiel aux bornes de la résistance ici, ben, l'endroit où le potentiel est plus élevé, c'est ce côté-là. Fait que pour moi, ça va être la fin du parcours. Puis de ce côté-ci, ce serait le début du parcours. Donc, je vais débuter mon parcours à un point que j'identifie F. Évidemment, ça, c'est le même conducteur sans résistance. Donc, tout ça, c'est le même nœud, si on veut, le même point conducteur. Donc, mon parcours va commencer à F. Et va finir à C. Je vais calculer le voltage entre ces deux choses-là. C'est pour ça qu'ici, mon delta V1, V final, VC, moins ce que je viens de dire, VF. Malheureusement, cette équation-là me rajoute pour l'instant deux autres valeurs inconnues. Donc, je suis rendu à deux équations.
Mais maintenant, j'ai 4 inconnus au total dans ma problématique. Et c'est maintenant là, vraiment qu'on commence la méthode qu'on pourrait dire de la mise à la terre, parce que je vais calculer ces potentiels-là à partir d'un potentiel connu, que j'ai moi-même décidé que le potentiel au point A était égal à 0. Donc je vais utiliser la formule qui... C'est la même formule qu'ici dans le fond, mais c'est juste de dire je calcule le potentiel à un endroit, à partir du potentiel à un autre endroit, à la fin d'un parcours, à partir du potentiel au début d'un parcours, plus les delta V que je rencontre. Donc, je vais me faire une équation pour VC. VC, c'est le potentiel ici, en partant de VA. Donc, j'applique mon équation pour VC. VC est égal à VA, plus les potentiels que je rencontre. Et j'essaie de choisir toujours les chemins qui sont les moins compliqués ou le plus rapidement j'arrive à ma réponse ou que je passe par des potentiels ou des différences de potentiel connues ou faciles à calculer. Donc, je pars de A puis je vais aller à C. Évidemment, de passer vers l'arrière, ça va m'amener toutes sortes d'équations compliquées alors que passer par ici, ben, VC est égal à VA plus la différence de potentiel ici. On gagne du potentiel quand on passe à travers ça. Donc, VC est égal à VA plus la force électromotrice, l'électromotance. Et si on met nos chiffres, on s'aperçoit que VA c'était 0, puis l'électromotance est connue. Donc c'est plus qu'une équation, qu'une troisième équation, c'est déjà une réponse à quelque part là, dans nos éléments. Donc c'est une troisième équation et je n'ai pas augmenté le nombre d'inconnus. VC est réglé. VF maintenant. Donc c'est le voltage au point ici. Je vais également partir d'un voltage connu. Évidemment, c'est moins compliqué de passer par ici pour la VF que de passer vers l'arrière. Donc ici, mon prochain point, c'est calculer le potentiel de VF. Ça va être VA plus les différences de potentiel que je rencontre. Je rencontre delta V4 et je la traverse du moins vers le plus. Donc je m'en vais vers un endroit qui a plus de potentiel, c'est plus delta V4. Prochaine ligne, mais je vais utiliser la loi d'Ohm si on veut. Delta V4 qui est ici, c'est R4 fois I4. Je ne vous cacherai pas qu'à certains moments donnés, on saute l'étape ici si on veut, puis j'aurais pu écrire directement VA plus R4 fois I4, c'est la différence de potentiel dans une résistance. Je regarde si je connais tout, le VA est connu, le R4 est connu, mais pas le I4. Donc, je suis rendu qu'une quatrième équation et je viens d'ajouter un inconnu qui n'était pas listé depuis le début. 4 équations à 5 inconnus. Et là, il y a un peu d'expérience qui embarque en jeu quand je m'aperçois que cette nouvelle inconnue-là que j'ai ajoutée, c'est le I4 qui est ici, mais c'est aussi le courant total, parce que c'est le même courant partout dans cette branche-là, le courant ne se divise pas. Donc, c'est le courant total fourni par la pile. Bien, ça, une bonne stratégie quand on s'intéresse au courant total, c'est de remplacer toutes nos résistances par une résistance équivalente. Ça nous permet rapidement de calculer le courant total. Donc, j'ai besoin d'autres outils, mais le prochain outil que je vais prendre, ça va être, si on veut, ce qui arrive pour une résistance équivalente. Donc, la loi d'Ohm appliquée à la résistance équivalente, bien, quand tu travailles avec la résistance équivalente, tout ce qui te reste, c'est ta pile, fois la résistance équivalente, fois le I total. Réécrit autrement, mais le I total, on rappelle que c'était le même que I4, là, donc je voulais me ramener avec la même inconnue. Donc, j'ai une cinquième équation. Ça, c'était déjà dans... Ben, je peux le voir en l'écrivant en dessous. Le 36 est connu. Donc, j'aurais peut-être plutôt la mettre ici. Le 36 est connu. Le I4 était déjà mentionné. Le R équivalent, c'est une nouvelle inconnue. Donc, je suis rendu à 5 équations et 6 inconnus. Dès le moment où je travaille avec la résistance équivalente, ça aurait été intéressant de montrer de quoi je suis en train de parler, d'un circuit qui est rendu avec une seule résistance, qui est ma résistance équivalente. Et maintenant, je tombe dans le domaine pour avoir ma sixième équation, si on veut. Ma sixième équation, c'est le calcul de la résistance équivalente, qui est faite présentement sur le début de la prochaine page, parce que j'allais manquer d'espace. Mais dans le fond, c'est un calcul de résistance équivalente. Avant d'aller voir le début de la prochaine page, bien, on va voir que si on fait un calcul de résistance équivalente, on va calculer que R équivalent est égal à un chiffre, est égal à 12 ohms. Donc, c'est comme ma sixième équation à 6 inconnus. Et maintenant que j'ai 6 équations à 6 inconnus, je pourrais faire les mathématiques, rentrer L dans L, etc., puis retrouver tous mes chiffres intermédiaires. Mais je peux rentrer ces 6 équations-là dans une calculatrice et obtenir une première réponse que je cherchais, là, le courant IA. Ce qui est
c'est ce qui est montré présentement là, dans ma calculatrice scientifique. Donc, les 6 équations que vous voyez sur votre feuille, je les ai programmées ici. Il faut se rappeler que je n'ai pas le droit d'écrire des i, donc x1 puis x4, c'est i1 puis i4. Et malheureusement, je n'ai pas le droit d'écrire non plus des delta. Donc, delta v1, je l'ai remplacé tout simplement par v1. Mais ici, il faut que je fasse la correspondance puis dire j'ai delta v1, vc, vf, mais il s'appelait carrément comme ça. Et d'un coup, comme mentionné, j'obtiens le i1 ici. Puis j'obtiens aussi le i4 que je cherchais. Donc j'ai déjà 2 réponses. Là. Mais évidemment, d'un coup, il me donne tous les calculs intermédiaires que j'ai faits. Je poursuis à la page 93. Ce que j'ai fait tout à l'heure, quand on a écrit que la résistance équivalente était égale à 12 ohms, bien, il a fallu que je fasse un calcul. On avait déjà fait là, dans des vidéos précédentes. Donc des calculs de résistance équivalente. Personnellement, j'utilise ces 2 formules-là. Donc je travaille toujours 2 résistances à la fois. Donc, le circuit de base qu'on avait, revenez-y momentanément. Je peux y aller avec vous à la page 92. J'ai un parallèle, j'ai une série ici, mais à l'intérieur de ce parallèle-là, j'ai une série, donc je vais commencer par faire une étape là, pour regrouper ces 2 résistances-là. Donc, c'est l'étape qui est dessinée ici. Donc, j'ai remplacé les résistances 2, 3 par la résistance 23. C'était une série, donc j'ai fait mon calcul série. R23, c'est R2 plus R3, c'est 6 ohms. Et maintenant, quand je regarde ça, il faut que je règle le parallèle avant de pouvoir mettre ça en série avec l'autre. Donc, le prochain dessin, je vais avoir une résistance qui va s'appeler 1, 2, 3, qui remplace 1, R1 puis R23. C'est un calcul de parallèle. Donc, R123, c'est R1 fois R23, divisé par R1 plus R23. Je mets mes chiffres, puis j'obtiens une réponse de 4 ohms, et il me reste une série à régler. Donc, la résistance équivalente, ou la résistance 1, 2, 3, 4, c'est la somme de ces 2 résistances-là, donc la formule série. En bas ici, on a la suite de la calculatrice. Là, je vous montrais tout à l'heure que la calculatrice devait fournir 6 valeurs. Les autres valeurs sont ici, puis ça me donne déjà le I4 de 3 ampères que j'ai mentionné. Si je reviens à la page 92 pour voir qu'est-ce qui me manque, on disait qu'on voulait trouver tous les courants, puis on avait identifié qu'il y avait 3 courants différents là-dedans. Il y avait I1, I4 sont maintenant connus, mais il reste I23 à calculer. Étant donné que je connais tous les courants sauf un, encore une fois l'expérience, mais si je cherche un courant avec tous les autres courants connus, le meilleur outil c'est la loi des nœuds. Là. Tous les courants entrant à un nœud sont au courant, sortant à un nœud sont égaux au courant entrant à un nœud. Je vais prendre le nœud F, donc le nœud identifié ici, 2 courants entrants, un courant sortant. Donc le sortant c'était le I4 est égal aux 2 courants entrants. Si je mets des chiffres là-dedans, ben, j'ai une seule inconnue. 3 est égal à 1 plus quelque chose. Pas trop besoin d'une calculatrice pour dire que c'est égal à 2 ampères. La suite du problème que je vais décacher d'un coup puis que j'expliquerai pas, ben, c'est la partie résolution du problème sans calculatrice scientifique, là, en faisant les différentes étapes de remettre les équations ensemble. Donc, si quelqu'un a besoin de pratiquer ses mathématiques, ben, il peut toujours regarder cette page-là et le début de la prochaine page, la page 94.